rapidement le micro à l'issue de la projection du film. Pour vous rappeler le programme, donc Mathieu Macheret nous fait le plaisir de participer à la journée d'études, quand bien même Mathieu n'est pas universitaire, désormais, hein, c'est un critique de cinéma pour le journal Le Monde, pour les Cahiers du cinéma également. Un petit scoop, les Cahiers du cinéma vont consacrer quasiment la une au film de Dareja Mamir-Baef dans le numéro de décembre, ce qui n'est pas rien. Mathieu écrit aussi des textes un peu moins journalistiques pour la revue Trafic, dont il est contributeur régulier. En outre, il a assez récemment, publié un essai sur un cinéaste qui s'appelle Joseph von Sternberg. L'essai s'intitule « Les jungles hallucinées » aux éditions Capricci. Donc Mathieu va nous parler plus particulièrement du film Poète, et ensuite on aura une discussion collective avec Dareja au sujet de son film et de l'ensemble des interventions de la journée. À toi Mathieu. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à Robert Bonamy et Eugénie Zvonkin de m'avoir invité à intervenir, d'avoir accueilli l'élément hétérogène à l'université. J'en suis absolument ravi. Le centre de mon intervention sera le film que nous venons de voir tous ensemble, le magnifique film Poète de Dareja Mamir-Baef. Il s'agit de le retraverser, d'essayer d'en tirer des pistes, des motifs, des lignes d'interprétation. Et pour commencer, j'aimerais m'arrêter sur une image qui est l'ouverture du film, le premier plan, qui n'est pas anodin, puisqu'il s'ouvre sur une forme de citation, on pourrait dire, c'est-à-dire sur une photographie qui est affichée au mur. Je ne pourrais pas vous l'identifier, vous dire de qui est cette photographie, mais elle me semble tout à fait significative, sinon programmatique, pour le film qui va suivre, puisqu'on y voit la silhouette d'un homme en pleine tempête, en train de soutenir au bord de l'océan en fureur un arbre qui ploie sous le vent. Et cette image, évidemment, on peut l'interpréter de bien des manières, mais il n'est pas impossible d'y voir une allégorie de l'adversité. C'est exactement cette adversité qui sera au centre du film, celle que va traverser la figure du poète, le personnage principal, Tidar, qui a eu la vocation de devenir poète aujourd'hui, à notre époque contemporaine. Et tout le film qui va suivre cette image initiale, cette photographie, ne sera qu'une façon de l'étendre, de déplier cette photographie, de l'appliquer à la condition du poète qui, lui aussi, est dans la tempête, prêche dans le désert, on pourrait dire, et l'occasion peut-être d'une variation mélancolique sur l'extinction à petit feu de la poésie et de bien d'autres choses dans notre monde. Une poésie qui est menacée, ou en tout cas convaincue d'inutilité, parce que le monde est prosaïque, et on va voir pourquoi. Alors, le poète en question, que le titre du film élève au rang carrément d'un caractère générique, comme souvent dans les films de Mir-Baef, on pourrait en citer plusieurs, mais L'étudiant aussi, par exemple, est dans ce sens-là assez significatif. Ce poète est saisi dès la première scène, dès cette scène inaugurale, sur le fait, c'est-à-dire en situation d'écriture. La première fois où on prend contact avec lui, il est en train d'écrire. Et la scène est tout à fait frappante parce que c'est le point du jour, le jour se lève, un rayon de soleil se trace dans la pièce par une lumière très directive, et le film est lui-même extrêmement directif. Il va d'un point A à un point Z et il trace une route très droite. Mais ce qui me semble tout à fait intéressant dans cette scène, c'est que le poète n'écrit pas à n'importe quel moment. Il écrit quand la société est encore endormie, quand il n'y a pas de bruit à l'extérieur, sauf les premières rumeurs de l'activité humaine, mais surtout quand sa famille dort. On voit par une succession de plans
sa femme, sa petite fille, sa mère, qui sont endormis ou qui s'éveillent à peine. Et l'écriture est ce moment-là où il semble qu'une famille, et même toute une société, est encore en train de dormir. Et comme si c'est dans l'assoupissement de la vie courante que le poète puisait son inspiration. Et peut-être même, pourquoi pas, dans les rêves des autres. Hein. C'est-à-dire que dès le début du film, le poète, il est ailleurs, en retard, en avance, en retard, on ne sait pas exactement, mais il ne vit pas selon les mêmes cycles que le reste de la société. Alors, le film passe quelques jours aux côtés de Didar, du héros, au moment où se pose pour lui une question de taille. À quoi peut bien servir la poésie quand plus personne n'en lit et quand il devient extrêmement difficile d'en vivre. Hein, lui, on voit qu'il est tenu d'avoir un travail à côté, il n'en vit pas, il travaille dans un petit journal à Almaty. Il a lui-même une allure très intéressante qui est assez caractéristique des héros de Dareja Domirbayev. Il a l'allure d'un éternel étudiant. Hein. Ce n'est pas exactement un homme accompli, comme on pourrait le dire selon les codes un peu virils, qu'il évoque lui-même d'ailleurs à un moment de désespoir, mais il porte lunettes, costume mal ajusté, mocassins un peu flétris. Hein. C'est comme une sorte d'étudiant attardé, et il lui arrive, c'est une des trames du film, de croiser d'anciens amis qui n'ont pas évolué de la même façon que lui. Hein, il va en croiser plusieurs, des connaissances, des relations, reconvertis dans les affaires. Et il y a même l'un d'eux, un brillant camarade d'études de lettres, qui tient désormais un restaurant, le fameux Café Poésie, qu'on voit lors d'une scène nocturne du film, qui lui, s'est aussi reconverti dans l'affairisme. Et surtout, il a gardé de ses études de lettres quelque chose, c'est-à-dire qu'au mur de ce café sont placardés des portraits de grands poètes. On peut reconnaître dans ces portraits Goethe, Baudelaire, Mayakovsky, Souleymane aussi. Voilà, il y a comme ça toute une série de portraits. Mais ces poètes affichés dans le restaurant sont transformés en images de marque. Hein. Il y a quelque chose de foncièrement dégradé de l'enseignement poétique, de cette initiation que les deux ont connue, imagine-t-on, lors de leurs études. Donc il y a des destins qui ont divergé. Et ce destin des affairistes, de ceux qui se sont reconvertis dans les affaires, dans le commerce, est évidemment majoritaire, alors que quelque part, Didar est resté le même, il a conservé quelque chose, une flamme, une sorte de flamme de la poésie qui l'entretient. Un autre de ses amis, on verra dans une scène suivante, joue les entremetteurs avec un florissant industriel qui souhaite payer rubis sur l'ongle celui qui sera capable de chanter la gloire de son usine ou les louanges de ses ancêtres. Alors, ce qu'on voit, c'est que partout, la vocation poétique est sommée de se vendre, hein, ou en tout cas, et le poète, le héros du film, tout ce qu'on lui demande, et notamment dans cette scène, c'est de venir selon, on pourrait dire, un vocable marxiste qui n'est plus tellement en vigueur, mais non pas un poète, mais un animateur du procès de consommation, en quelque sorte. Hein. C'est tout ce que la société lui demande, en quelque sorte. Vanter des produits, des marchandises, une usine, ou alors entretenir la légende des grands entrepreneurs, composer leur légende dorée à la gloire de leurs ancêtres. Donc c'est un destin quand même, pour celui qui conçoit un rôle lyrique, pour celui qui vise au sublime, c'est un destin assez peu enviable. Voilà. Survient toutefois une lueur d'espoir dans l'invitation qui est faite au héros de donner une lecture dans une petite municipalité lointaine. C'est tout le nœud, semble-t-il, car je ne l'ai pas lu, je le précise, de la petite nouvelle de Hermann Hesse dont est adapté le film. Alors, Domirbayev va montrer le long voyage en train-couchette qu'il entreprend. C'est la deuxième partie du film, et c'est un des centres possibles du récit. Une virée aux confins du pays et de soi, car elle est aussi intérieure, cette virée, et qui va être révélatrice de quelque chose, c'est-à-dire de l'ampleur du désintérêt que le monde
la société réserve à la poésie une sorte de désaffection de son art de poète. Mais c'est pas seulement une révélation au sens apocalyptique et dramatique, mais il y a aussi là-dedans quelque chose d'éclaircissant, une prise de conscience, et sans doute une façon de prendre contact avec une réalité qui permet de devenir plus lucide, une forme de procès de lucidité qui s'établit avec cette épreuve de la lecture. Alors ce n'est pas la première fois que Darajan Omirbaev prend pour objet la littérature. On sait qu'il a transposé plusieurs grands romans russes dans la réalité contemporaine du Kazakhstan. Tolstoï et Anna Karénine avec Chouga en 2007, Dostoïevski et Crime et Châtiment avec L'étudiant en 2012. Dans Poète, la référence à la littérature est double. Alors on l'a dit, c'est déjà une adaptation d'une nouvelle, mais il y a aussi une référence très explicite à la littérature, c'est que le héros, Didar, lit un livre sur le poète Utemissat Makambev, et que ce livre va être non seulement représenté, mais mis en image. Et le film est tout entier construit sur un montage parallèle, on peut appeler ça un montage parallèle, qui met en regard le présent, la contemporanéité de Didar, avec d'un autre côté des scènes historiques qui, elles, concernent la mort du poète du XIXe siècle, donc Makambev Utemissov, qui était un rebelle, qui a monté des armées contre le pouvoir kazakh, et ces scènes ont un double statut. Ce sont à la fois, comme on l'a dit, des scènes historiques, des scènes d'époque, mais pas seulement, ce sont aussi des scènes de projection fantasmatique, puisque Didar s'y représente lui-même dans la peau du poète Makambev, dans ses vêtements. Et il y a même certains protagonistes de son quotidien qui se retrouvent projetés aussi dans le passé, comme par exemple le directeur d'usine qui aimerait bien qu'on chante les louanges de sa famille, qui se retrouve dans la peau du chef de la horde qui va lui trancher la tête. Donc c'est un double statut, c'est à la fois de l'histoire et du fantasme. Comme il lit un livre, il se projette à l'intérieur de ce que